Chers téléspectateurs de Africa TV, bienvenue dans la grande question. S'interroger au XXIe siècle sur la cosmologie aujourd'hui ressemble à un débat, un échange qui pourrait être dépassé. Sauf que là, en faisant une telle interrogation, nous nous interrogeons sur les fondements, nous interrogeons sur les origines. Et pour réfléchir sur la question, nous avons trois invités. Deux qui nous sont habituels et que vous connaissez, vous reconnaissez certainement dans les dernières émissions de la grande question. Mais je vais commencer par présenter le nouvel invité de la grande question qui est physicien, Monsieur Ndommo Ragil. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, merci. Et vous? Ça va, merci. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de Africa TV. Tout le plaisir est pour moi. Pour nous aider à comprendre cette question de la cosmologie aujourd'hui. Bonjour, professeur Mouchili. Merci. Je suis reconnaissant pour cette récurrence d'invitation qui me permet de m'exprimer face au public et à tout ce monde qui vous est cher. Merci infiniment, professeur. Dr. Nji, bonjour. Bonjour et bonjour à nos téléspectateurs. Merci infiniment. Professeur Mouchili, je vous laisse, à tout seigneur, tout honneur, je vous laisse planter le décor de l'émission. Nous parlons de la cosmologie aujourd'hui. Oui. Parler de la cosmologie. De quoi s'agit-il? Vous savez, dans le monde humain, dans le monde des vivants, les humains sont les seuls à s'interroger seulement sur leur origine, leur histoire, comment la vie a pu être possible dans cet espace, puisque l'univers est plus grand que notre seul espace que nous occupons. Mais qu'est-ce qui fait que notre univers, l'espace, la voie lactée que nous habitons, plus précisément notre planète Terre, comment la vie a pu être possible à cet endroit et comment cet univers s'est constitué? Ce sont des questions qui relèvent non pas directement de ce qui fait vivre au premier degré, mais c'est une dynamique intellectuelle qui consiste pour l'homme à savoir d'où il vient, où il va, comment il y va, avec qui et avec quoi. Dans ces conditions, il y a une pluralité de cosmologies qui sont nées bien avant le déploiement des sciences physiques. On va constater que pendant l'Antiquité grecque, on parle déjà de la cosmologie. Et il y a ce débat, bon, on pourrait dire ça débat, on pourrait appeler ça débat entre Aristote de Samos et Aristote. Aristote qui fait continuer la pensée de Ptolémée, et où on pense que l'univers c'est un espace plat, jusqu'à ce que Aristote de Samos essaie de poser les jalons d'un système héliocentrique qui aura été refusé pendant plus de 17 siècles jusqu'à l'avènement de Copernic, qui repense l'idée qu'on doit avoir du monde et de sa signification. Bon, quand je parle du monde, on est déjà assez avancé avec la physique moderne qui va penser le monde comme une réalité spatio-temporelle à partir d'un axe désordonné. On va trouver que on ne peut plus déconnecter l'espace du temps. Bon, un véritable décor est pensé, le monde se subdivise en un ensemble d'éléments imaginaires, mais qui permet de nous situer, par rapport à notre situation en fonction de l'espace qu'on occupe sur la Terre. On peut savoir si on est au nord ou au sud ou à l'est, et en fonction des positions aussi, on peut savoir quel fuseau horaire on occupe et quel temps il fait. Bon, cet ensemble de choses a pu être déterminé déjà dans d'autres façons de réfléchir. Dans le discours religieux, on parle de la cosmologie. Dans les cosmogonies, il s'agit des différentes langues que nous avons en Afrique, les différentes traditions, chacun essaie de penser le monde à sa façon. Mais c'est systématisé et logiquement organisé avec l'avènement de la physique moderne. Merci infiniment, professeur Mouchili. Dr. Nji, on est sorti certainement du monde de la spéculation pour entrer dans l'effort de certitude. Oui, comme le disait le professeur, c'est vrai que dans l'imaginaire populaire et surtout dans les mythes des cultures, dans chaque culture, on avait une certaine histoire qui racontait le début ou alors les origines. Mais cette histoire n'avait pas de fondement précis et qu'on pourrait vérifier. La particularité de la cosmologie moderne, c'est de nous apporter des informations assez précises et en tout cas qui peuvent être mesurables et
qui peuvent être justifiées de façon scientifique. Alors, à ce niveau, nous allons donc nous poser la question, comment comprendre l'infiniment petit, donc partir de l'infiniment petit à l'infiniment grand, et de l'infiniment grand à l'infiniment petit, jusqu'à quel point l'homme peut comprendre l'espace dans lequel il vit. Alors, naturellement, on voit notre espace sous forme de dimension. Et avec l'évolution de la science, surtout à partir du XXe siècle, la physique quantique et ses corollaires, nous réalisons qu'on ne peut plus comprendre le monde par des dimensions, mais avec la maîtrise de l'espace et du temps, donc le ratio ou bien l'uniformité entre l'espace et le temps. Et à ce niveau, nous nous posons donc la question, comment pouvons-nous mesurer l'espace? Comment pouvons-nous comprendre quel est le temps que nous représentons aujourd'hui par rapport aux origines, si on peut parler des origines. Parce que parler aussi des origines, ça peut être problématique dans la mesure où, quand on dit origine, cela veut dire qu'il y a un début particulier. Alors que ce début, en réalité, peut être réévalué en fonction, par exemple, des recherches qu'a menées Max Planck. On peut évaluer de manière scientifique le début peut-être de l'histoire de l'univers, mais on ne peut pas dire que cet instant est l'instant zéro, parce qu'avant cela, il y avait certainement un moment qui a permis que l'instant du Big Bang soit possible. Et justement, quand je parle du Big Bang, en ce moment, on commence donc à se poser des questions. Pourquoi parler du Big Bang, contrairement à ce que les cosmologies traditionnelles ou religieuses ont pensé, où il y avait le créationnisme et autres. Pourquoi parler du Big Bang aujourd'hui? C'est parce que l'homme dispose des techniques modernes capables d'aller trouver l'information dans un passé qui n'est plus une spéculation, mais qui peut être calculé et identifié. Oui, identifié. Monsieur Ndokmo Ragil, je ne vous ai pas présenté à nos téléspectateurs, ça c'est important, il faut que je le fasse. Vous êtes spécialiste de la cosmologie précisément, vous étudiez les trous noirs. Exactement. Vous allez nous en parler tout à l'heure. Vous êtes auteur d'une publication dans la revue scientifique Physica Scripta. Vous avez gagné le prix de la meilleure présentation orale des travaux de recherche en astrophysique et cosmologie lors de la conférence africaine de physique de mars 2022, tout récemment. Pouvez-vous nous en dire un peu quel était l'objet de ce prix, précisément? Alors, la conférence africaine de physique, c'est cette conférence-là qui réunit une panoplie de chercheurs, physiciens, théoriciens, expérimentalistes dans plusieurs domaines de la physique. Ça peut aller de l'électronique à l'astrophysique, en passant par les sciences des matériaux et l'étude de la Terre. Et il fallait aussi donc primer les 3 meilleurs chercheurs dans 3 différents domaines qui ont eu à faire la meilleure présentation orale de leurs travaux de recherche. Il y a eu donc un qui a été primé en sciences des matériaux, c'est un Marocain, un autre qui a été primé en physique des particules, c'est un Sud-Africain, et moi j'ai été primé dans le domaine de l'astrophysique et cosmologie. Donc c'est un peu à ça que se résume ce prix. Merci infiniment et bienvenue dans notre émission. Après l'introduction du professeur Mouchili et du docteur Ndi, comment est-ce que le physicien aujourd'hui envisage-t-il les origines du monde? Comment est-ce qu'il envisage cela? Alors, avant de commencer, permettez-moi encore de réitérer toute ma fierté et tout cet honneur que j'ai de participer à une émission. Pareil, parce que je me sens vraiment chez moi. Parce que dans notre environnement, on ne cause pas trop de la cosmologie, on ne cause pas trop de l'étude de l'espace. Et c'est ce que je fais pourtant au quotidien à l'université de Yaoundé 1 avec mes encadreurs, puisque je suis doctorant. Alors, les origines de l'univers s'étudient effectivement par les physiciens. Parce qu'on se dit effectivement que toute chose qui évolue devrait avoir un commencement, devrait avoir un début. Mais maintenant, qu'à cela, donc, étudier le début pourrait s'avérer extrêmement compliqué, extrêmement difficile. La preuve, c'est que jusqu'à présent, on ne peut pas vous dire exactement ce qui s'est passé au début de l'univers. Et comme mes aînés, tout à l'heure le disaient, mes chercheurs en philosophie,
la cosmologie, quand on parle de la cosmologie, ça étudie l'univers dans tout son ensemble, c'est-à-dire son contenant, et l'univers lui-même comme entité physique, Et quand on étudie l'univers, on peut étudier son présent, on peut étudier son futur, mais aussi son passé. Et je crois que c'est à là que se rapporte votre question, justement. Donc, beaucoup d'études sont faites chaque année là-dessus. Chaque année, des physiciens expérimentalistes, qu'on appelle les astrophysiciens, essayent d'observer de plus en plus proche de cet instant qu'on appelle le Big Bang. Mais je crois que la limite observable aujourd'hui s'appelle le fond diffus cosmologique, c'est-à-dire les plus vieux photons que les êtres humains peuvent détecter à travers leur télescope. Ils arrivent à l'observer et c'est à peu près 380 000 ans après, juste après le Big Bang. C'est vraiment très proche du Big Bang. C'est là-bas que se mènent des études farouches sur le plan expérimental et sur le plan théorique avec les cosmologistes. Est-ce que les physiciens s'accordent sur une conception précise? Ou alors, vous pouvez avoir une théorie qui est occidentale et peut-être une théorie qui est arabe. Je veux juste comprendre. Est-ce que les physiciens, est-ce qu'ils utilisent les mêmes instruments? Est-ce qu'ils s'accordent sur ce commencement-là? Bon, une chose est sûre, la physique a ce qu'on appelle une méthodologie, un peu comme toutes les sciences. Donc, on ne va pas inventer une méthodologie du jour au lendemain basée sur, excusez-moi le terme, la sorcellerie, le mysticisme pour étudier. Mais a priori, on effectue une démarche scientifique pour essayer de faire nos calculs, faire nos raisonnements. Et il y a donc, comme on vit sur un village planétaire, il n'y a pas forcément un camp de pays et un camp de l'autre, non. Une fois qu'un Camerounais ou un Arabe a publié un travail, ça peut être cité par un Chinois ou un Japonais. Donc, on parle beaucoup en termes de courants de pensée et chacun donne sa contribution. Il y a des courants de pensée. On ne peut pas dire que quelqu'un a raison, quelqu'un est tort. Mais quand vous suivez la logique d'une pensée, vous comprenez qu'il y a des raisons à cela parce qu'il lui-même il part de quelque part. Et maintenant, si on en vient un peu sur le fait historique de la pensée de cette origine de l'univers, vous savez, on n'a pas toujours pensé que l'univers avait une origine. À l'époque d'Albert Einstein, on croyait, et c'était les observations qui le prouvaient, que l'univers était statique, il a toujours été présent et il le sera toujours, et voilà. C'est parce qu'en fait, à ce moment-là, on croyait que tout l'univers se limitait à ce que nous appelons aujourd'hui la galaxie. Et les autres galaxies qui sont dans l'univers, parce que chacune contient des milliards d'étoiles comme la nôtre qui s'appelle la Voie lactée, c'était vu comme des petits points, des nébuleuses là, toujours à l'intérieur de notre univers, mais c'était statique. Mais il a fallu qu'en 1920, avec le physicien, enfin l'allemand Hubble, quand il a réussi à observer que les astres essayent de s'éloigner, les galaxies, ce qu'on croyait comme des nébuleuses, étaient en fait des galaxies, mais qu'elles s'éloignaient de la nôtre, on s'est rendu compte que si l'univers est en train d'évoluer avec une dynamique en expansion, il aurait fallu que par le passé, il soit en fait uni. C'est donc comme ça que même Albert Einstein, qui dans ses équations a prédit un univers d'abord en effondrement, ensuite a fait appel à la constante cosmologique pour essayer d'équilibrer cet univers-là, parce qu'on lui a fait comprendre que, mon cher ami, tes équations montrent un univers qui s'effondre. Or, actuellement, on voit un univers statique. Il a mis sur pied une constante cosmologique pour équilibrer ces équations et avoir un univers statique. Quand il entend donc que l'univers est en expansion, il se rend compte qu'il a fait une erreur. C'est pour ça qu'il a dit un jour que la constante cosmologique était la plus grosse erreur de sa vie. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il faut donc qu'on réussisse à mettre sur pied des modèles d'univers en expansion, et donc d'un univers qui par le passé était uni. Et je crois que l'un des principaux fondateurs de ce type de modèle-là, c'est l'abbé Lemaître, je crois Georges Lemaître, le français, qui a prédit un univers avec une singularité, c'est-à-dire un atome primitif par lequel tout aurait commencé et avec une explosion, le monde est devenu tel qu'il est. Et il faut aussi se rappeler que Einstein était complètement pas d'accord avec ce modèle-là. Complètement pas d'accord. Donc, en gros, c'est un peu ça. On va y revenir. Professeur Mouchili, quand commence la grande révolution? À ce niveau, comme m'a dit le jeune Ragil, il faudrait savoir que vous avez demandé tout à l'heure si les scientifiques s'accordaient autour. Bon, non, au niveau technique, ils s'accordent. Mais au niveau où il faut dire origine, il y en a qui disent qu'ils préfèrent dire histoire. Parce que pour qu'on parle d'origine, il faut qu'on ait trouvé le point de départ. Quelqu'un comme Hubert Reeves, l'astrophysicien canadien, il préfère parler d'histoire du monde. Il n'aime pas entendre le concept d'origine. Mais tous savent qu'il
il y a eu une explosion. Et l'explosion est advenue quand l'atome primitif atteint 10 puissance 28 degrés. Oui. Ouais. Bon, ils s'accordent à ce niveau. Mais ils se disent aussi que ce mur de Planck qui bloque l'arrivée à l'instant zéro, c'est encore infranchissable. Tout s'accorde. Bon, mais ce qui est... La question peut m'échapper. Comment est-ce que... est-ce qu'il n'y a pas une dimension idéologique qui peut intervenir sur la question? Non. L'idéologie ne peut pas intervenir. On peut parler d'idéologie quand on parle de cosmologie qui se rattache à la religion ou bon, quand on veut faire passer son histoire pour la meilleure du monde. Oui, ça c'est dans... Je pense pas qu'à ce niveau, il y a une sorte d'européocentrisme qui pourrait orienter les gens dans un camp au lieu d'être dans... Non, à ce niveau, les laboratoires de physique qui font la possibilité de datation à rebours, c'est-à-dire quand on dit ça fait 13 milliards d'années, on remonte le temps. C'est ce que j'appelle la datation à rebours. Ce sont les mêmes instruments qu'on utilise. C'est vrai que ça a commencé aux États-Unis en 1965, mais à travers le monde, on sait déjà comment on peut faire pour dater avec la lumière et à rebours. Sauf que il y a des déterminants par rapport à la vitesse de la lumière où on fait des arrondis. On arrondit peut-être pour avoir des chiffres de plus en plus exacts avec moins de parties décimales, mais ça ne signifie pas qu'il y a des différences au niveau de la perception. La physique est perçue à l'échelle universelle de la même manière. Mais ce qu'on doit dire, c'est que nous partons du présent pour comprendre le passé. Il y a toutes ces difficultés. C'est-à-dire utiliser la lumière pour savoir comment d'instant en instant la température a varié pour que la vie soit possible. Ce n'est pas la chose la plus aisée. Et il a fallu même mettre... Vous savez ce que risque peut-être quelqu'un comme Galilée quand il a commencé à utiliser le télescope pour penser ces choses-là. Bon, il a même été supporté parce qu'à un moment donné, le pape Urbain VIII, parce que c'est au temps du pape Urbain VIII que Galilée a eu tous ces problèmes. Mais la chance qu'il a eue, c'est que pendant que le pape Urbain VIII est encore cardinal, ils sont très amis. Donc le pape Urbain VIII a tout fait pour que Galilée ne soit pas emprisonné. Mais comme c'était la loi de l'Église, il a subi ce qu'il pouvait subir. Mais ce qu'on doit dire, c'est que la réflexion scientifique sur la compréhension du monde fait l'unanimité par rapport à la rigueur, la logique, le principe de nécessité et son fondement sur les capacités à universaliser la connaissance. C'est ça qui fait en sorte que les autres façons de penser la cosmologie tombent au profit de l'approche scientifique, qui ne doit pas... Dès qu'on perçoit la science comme une rationalité qui appartient à une certaine catégorie de personnes, on commence à croire qu'il y a une idéologie. Bon, ils peuvent avoir été ceux-là qui ont commencé à faire progresser au pas de course cette science. Vous avez compris ce qu'il a dit par rapport à la position d'Einstein qui a fait que toute l'école de Copenhague soit totalement contre ces positions, parce que Einstein a continué à vouloir unifier la compréhension du monde. Or, il n'y a pas moyen de faire une unification entre la mécanique quantique et la relativité générale qui étudie les macrostructures qui sont en expansion, c'est-à-dire la relativité générale, et la mécanique quantique qui va étudier les éléments les plus petits constitutifs de l'atmosphère, de la nature. Vous voyez? Bon, lui, il a passé les 30 dernières années de sa vie à vouloir concilier les deux pour rattacher cela au principe selon lequel Dieu ne joue pas au dé, comme il a dit tout à l'heure, en posant un principe qui devrait... C'était difficile pour qu'on parvienne dans les calculs physiques à un résultat dont le nombre de probabilités est égal à l'unité. C'est ça le véritable problème avec Einstein. C'est pour ça que désormais on appelle les démonstrations de l'école de Copenhague la physique orthodoxe, c'est-à-dire la physique fondamentale, la vraie, pas celle d'Einstein. Oui. Parce que il faut imaginer, il faut déjà savoir que Einstein écrit une lettre pour enseigner dans une université. On dit non, tu as découvert et tu as expliqué la relativité générale, mais on ne va pas te prendre dans notre université pour ces problèmes-là. Parce qu'il y avait des confusions dans la tête ils n'admettaient pas ce que les gens comme Heisenberg disaient. Ils n'admettaient pas ce que toute l'école de Copenhague disait. Bon, on n'a aussi pas permis qu'il entre enseigner dans toutes les universités parce qu'il pouvait créer une confusion. Oui. Ce qui est sûr, on ne peut pas penser que la physique, telle qu'elle se déploie, repose sur une sorte d'idéologie. Non.
La physique est ouverte et l'enseignement se fait partout de la même manière, sauf que d'une université à l'autre, on peut constater des déficiences au niveau de l'équipement de laboratoire. Mais la logique qui mène à une conclusion est la même partout et pour tous. Surtout que si vous achetez des instruments, si les instruments peuvent s'unifier, c'est à peu près normal que vous ayez les mêmes conclusions. Oui, mais non, c'est que il y a des phénomènes de gradation. Celui qui mesure son terrain avec un décamètre n'a pas la même précision que celui qui utilise l'appareil des géomètres qui est électronique. Oui, Le laser. Le laser, ça ne peut pas être la même chose. Parce que au fur et à mesure qu'on a sophistiqué les instruments, on a les réponses les plus précises. Ça ne sera jamais totalement exact, mais on va vers les attitudes parce qu'on peut déjà prédire avec beaucoup plus de conviction le déroulement. Parce qu'il y a même déjà la futurologie en science. Mais ce n'est pas une futurologie comme chez les parascientifiques qui pensent pouvoir vous dire ce que vous serez demain, même si vous croisez les bras. Non. Ici, c'est au niveau de la capacité qu'ont les instruments à nous permettre d'aller plus loin dans la signification des résultats. Oui, oui. Docteur Di, est-ce qu'on peut considérer que la recherche, et comme le professeur parlait de futurologie, la recherche sur les exoplanètes aide aussi à comprendre le monde dans son passé? En réalité, il faut comprendre tout cela comme l'évolution de la physique, d'une manière générale. Parce que lorsque Max Planck démontre qu'on peut avoir l'âge de l'univers après 10 moins exposant 45 secondes, ça ne veut pas dire que c'est le début, mais c'est à partir de là qu'on peut avoir une information. Que les outils nous permettent d'avoir une information. Mais sauf que, comme le disait tout à l'heure, on ne peut observer que le temps de la lumière qui lui vient après 380 000 ans. Et là, c'est le moment où les appareils peuvent détecter quelques informations et même avoir certaines photographies. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut voir, au moment où nous avons 10 exposants, moins 45 secondes, qu'est-ce qui va faire qu'il y ait explosion? Là, nous revenons à ce que Georges Lemaître, comme le disait maintenant. Georges Lemaître, c'est vrai, c'était d'abord un prêtre. Lui, il avait l'intention de justifier la lumière, comme la Bible dit que la lumière soit. Parce qu'il confond, d'ailleurs, pour lui, le Big Bang se confond à la fiat lux, que la lumière soit. Oui. Voilà. Il estime que l'atome primitif, ce qu'il estime comme l'atome primitif, avait la dimension environ de la Terre. Et c'est après cette explosion, dans ce grand photon, qu'il y a donc propagation. Alors, il montre que il y a expansion de l'univers. C'est vrai qu'il a fallu que le physicien Hubble, Edwin Hubble, plus tard apporte des précisions à ce niveau et qui nous permettent aujourd'hui d'être rassurés. Parce que il faut avouer, il a dit, Albert Einstein n'était pas d'accord parce que il y avait encore dans les explications de Lemaître quelque chose de métaphysique, quelque chose d'assez... j'ai envie de dire une sorte de cosmogonie. Alors qu'avec Hubble, on a des précisions irréfutables. Et ça revient à la question que vous avez posée au professeur. Lorsque nous avons des résultats qui sont fiables, on peut trouver un consensus. Mais lorsque ça semble encore être des cosmogonies, on va remonter à cette histoire parce que Hubble, les Gasimov et autres n'étaient pas des premiers. On peut même aller plus loin parce que Leonardo Bruno avait déjà dit que l'univers est infini et que Kepler avait essayé de mettre des mathématiques qui montraient cette infinité de l'univers. Mais on n'avait rien de précis qui puisse convaincre scientifiquement de ce fait. Donc on reste dans tout simplement une sorte d'évasion, d'intuition. Et voilà pourquoi Newton ne va pas prendre cela comme une physique référentielle. Il va plutôt se référer aux travaux de Ptolémée et puis d'Aristote. Et il va se dire, bon, puisque Aristote pensait que l'univers est figé, on doit donc trouver des lois qui peuvent justifier un cadre aussi figé.
Albert Einstein va suivre les mêmes pas en essayant de remettre en question la gravitation, mais tout en préservant une unité statique, c'est-à-dire ce qu'il nommait tout à l'heure la constante. Il va préserver cette constante parce qu'il se disait que ça rend ses calculs fiables. Parce que si on n'avait pas cette variable fiable, on aurait donc plongé dans ce qu'il redoutait, qui était pourtant vrai, ce qu'il redoutait que nous sommes dans un chaos permanent et que les calculs même de l'univers ne peuvent pas être précis parce que l'univers est en constante dilatation. Alors, c'est à ce point qu'on peut revenir à les exoplanètes ou alors l'idée du multivers. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Lorsque nous avons un espace-temps, nous nous posons la question, qu'est-ce qui compose l'espace-temps? L'unité principale de l'espace, c'est le point. Et nous savons que si vous partez d'un point A pour un point B, à une certaine vitesse, et que vous revenez au double de cette vitesse, vous réduisez l'espace. Ça veut dire que vous avez la moitié de l'espace. Et si vous continuez à augmenter votre vitesse, vous finissez par unir cet espace. Vous avez un temps et vous êtes en train d'aller un aller-retour sur le même point au même moment. En fait, ça veut dire que vous faites presque du surplace, mais tout en étant sur les deux points au même moment. Qu'est-ce qui va donc se passer? On se rend compte que, et Albert Einstein va le démontrer, qu'on ne peut donc pas aller au-delà de la vitesse de la lumière. Parce que là, on atteint la vitesse de la lumière. Et les seules particules qui atteignent la vitesse de la lumière sont les particules qui n'ont pas de masse. Par exemple, le photon. Et il y a aussi le neutrino qui avoisine cela. D'ailleurs, qui permet d'avoir la lumière et qui nous permet d'avoir la matrice que nous avons, de voir l'univers tel que nous voyons aujourd'hui. Alors, il réalise qu'on ne peut donc pas traverser cette frontière-là. Mais si on réussit à traverser cette frontière, la conséquence serait qu'on ne serait plus dans l'univers. Là, ce sont donc des hypothèses. Si on traverse cette vitesse, on sort de l'univers actuel. Il y a donc des possibilités d'un multivers. Il y a donc des possibilités d'une réalité autre que l'espace-temps que nous avons. Là, ce sont des hypothèses et ce sont encore des recherches. Mais ce sont des hypothèses possibles parce que si nous avons la présentation de notre univers ballon, nous réalisons très vite que si nous avons un univers ballon, ça veut dire qu'il y a des frontières. Et s'il y a des frontières, ça veut dire qu'il y a des réalités au-delà de ces frontières. Ça peut être peut-être l'énergie noire, ça peut être peut-être déjà à partir de la matière, tout à l'heure, quand vous découpez l'espace et que vous avez un point, ce point-là aussi semble une unité figée. Mais si vous regardez en 3D, vous réalisez que ce point-là n'est plus figé. L'univers est donc comme ce point-là qui semble figé. Alors qu'en dehors, il y a d'autres points. Parce que pour avoir une droite, vous avez d'autres points. Et pourtant, quand vous voyagez tout au long de la droite, vous avez l'impression que vous avez une seule unité, une seule réalité, alors que vous êtes en train de traverser plusieurs points. L'univers actuel, donc, n'est qu'une hypothèse qu'on préserve pour le moment, mais sachant que ça ne peut pas être le seul univers possible. Monsieur Ndomo, je vous ai présenté tout à l'heure aux téléspectateurs comme un spécialiste des trous noirs. D'abord, dites-nous ce que c'est qu'un trou noir ou bien ce que c'est que les trous noirs et ensuite dites-nous en quoi ça nous aide à comprendre tout ceci. Alors, qu'est-ce qu'il en est des trous noirs? Déjà, littéralement, c'est qu'on pourrait dire que c'est un trou qui est noir en fait. C'est un trou qui est noir. Mais maintenant, à la différence des puits que nous avons ici à la maison, dans nos différentes maisons, c'est d'abord des objets de l'espace, donc de l'univers, au même titre que la Lune, le Soleil, les étoiles, les astéroïdes, il y a aussi dans l'univers les trous noirs. Mais la particularité, c'est que ce ne sont pas des objets avec ce sont pas des objets qui ont des corps qu'on peut toucher comme le gaz ou le solide, non. C'est comme une sorte de région de l'espace, une région de l'univers avec une gravité tellement dense au point où rien ne peut s'échapper une fois à l'intérieur. C'était par exemple une fusée qui veut décoller, qui veut quitter la planète Terre pour aller dans l'espace, elle a une certaine vitesse qu'elle peut dépasser pour aller au-delà. Mais maintenant, si vous êtes sur la surface d'un trou noir, la vitesse qu'il vous faut, c'est celle de la lumière. Donc si vous atteignez la vitesse de la lumière étant sur la surface
vous pouvez décoller, mais rester toujours. Si vous voulez vous échapper du trou noir, vous devez dépasser la vitesse de la lumière. Or, a priori, rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière, donc rien ne peut sortir d'un trou noir du point de vue classique, bien sûr. Donc, les trous noirs nous aident à comprendre beaucoup de choses. Et avec une analogie avec l'étude de l'univers, déjà, les trous noirs nous aident à comprendre comment est-ce que les interactions fondamentales aussi s'unissent. Donc, la théorie de l'unification des forces se fait en cosmologie, que ce soit dans l'étude du début de l'univers, dans l'origine de l'univers, le Big Bang, comme aussi au niveau des trous noirs. Et l'un des principaux initiateurs de cette théorie-là, des tentatives d'essai d'unification sur les trous noirs, c'est Stephen Hawking avec son fameux phénomène appelé la radiation des trous noirs, la radiation de Hawking. Donc les trous noirs ont une place très importante et pour la petite histoire, ce sont les objets les plus fascinants et les plus curieux, les plus convoités de l'univers. Professeur Bouchili, est-ce que finalement ce n'est pas notre interprétation qui nous impose une manière de voir? Bon, l'interprétation, c'est vrai qu'on parle de l'interprétation de Copenhague quand on parle de la mécanique quantique. C'est vrai que la subjectivité humaine détermine les principes d'objectivité scientifique. Mais quand on parle même d'interprétation, lorsqu'on dit voir un phénomène, par exemple quantique, si nous tous nous plaçons au même endroit, nous verrons la même chose. Voyez-vous? Mais les objets, et ces objets n'existent qu'en fonction de la présence de l'observateur. C'est vrai. Mais ça ne signifie pas que l'interprétation est subjective et chacun pourrait en faire une. Non. Ça signifie tout simplement que si l'œil du savant n'existe pas, on ne peut pas tabler sur l'existence d'une chose quand on est à l'échelle de l'infiniment petit, par exemple. Oui, oui. Bon, ce que je voulais juste rappeler, c'est que le docteur dit, il utilise des concepts trop forts. Il y a des téléspectateurs qui ne sont pas... Quand il parle de la ligne plusieurs points, il fallait tout simplement dire que c'est ce qui prouve que les objets qui existent ne sont pas continus nécessairement. Et donc, il y a une discontinuité de la matière. C'est-à-dire, à l'échelle macroscopique, on nous voit là, nous sommes uniformes, comme une seule masse. Mais c'est un assemblage d'éléments, des phénomènes corpusculaires qui ne sont pas opaques, qui ne sont pas serrés comme on pense. Pour justifier cela, la radio est possible. Quand vous devez subir un examen où vous passez par la radiographie, vous voyez qu'on filme l'intérieur de votre organisme. Et on peut sectionner, une partie, l'enlever. Bon, non, c'était juste ce que vous avez dit, sauf que vraiment... C'est trop élevé. Oui, il faut ramener ça au niveau de tout le monde. Vrai, il faut vulgariser la science. Il ne faut pas la rendre vulgaire, mais au moins il faut la vulgariser. Mais ce qu'on dit, c'est que on a la chance d'avoir sur ce plateau un physicien pour ma part, qui a les éléments les plus pointus pour parler de certains aspects que l'on ne peut étudier en philosophie. Mais ce qui est d'important dans la philosophie, et quand on associe cela à la réflexion astrophysique ou cosmologique, on comprend donc que ces deux disciplines qui normalement seraient inséparables. Parce que quand on arrive au niveau de l'interprétation à l'échelle quantique, par exemple, l'impossibilité d'avoir, par exemple, la position et la vitesse d'un électron de façon simultanée nous amène à ce qu'on appelle le principe de complémentarité. C'est une sorte d'interprétation qui devient fondamentalement métaphysique. Mais nous avons toujours fait la métaphysique comme s'il s'agissait de l'étude des choses qui ne relèvent pas de ce qu'on a tous les jours et avec lesquels on fonctionne. J'aime toujours revenir à la définition même du concept de métaphysique où méta n'est qu'un préfixe, c'est physique, c'est le radical. Donc il faut bien que la physique soit, pour qu'il y ait possibilité d'existence de la métaphysique. C'est vrai que même chez Aristote, on parle déjà comme cela, mais tel que le monde a fonctionné, quand on vous parle d'une âme qui serait le versant immatériel et la patrie divine de l'homme qui a connu des choses, quand elle a décidé de s'incarner, elle est devenue oublieuse et qu'il fallait inventer la réminiscence pour que cette âme reprenne la connaissance. On est dans une navigation spéculative qui pourrait ne pas aider l'enfant qui apprend à philosopher en tenant compte de l'existence des sciences à comprendre véritablement où on veut l'amener. Et c'est pour cette raison qu'en apprenant de façon échelonnée et qu'on enchaîne, et que cet échelonnement crée la possibilité de comprendre dans la réalité ce qu'on entend par rupture épistémologique. Parce que quand ils partent de Newton,
à nous, on comprend bien que la matière ne peut plus s'expliquer comme à l'époque de Newton. Newton savait que les atomes existaient, mais il disait que c'est trop petit pour faire objet de science. Bon, qui lui avait donné la conviction selon laquelle, parce que c'est petit, il ne faut pas étudier. Et même jusqu'à l'entrée du XXe siècle, quand Thomson découvre l'électron en 1897, et il y a des philosophes comme Carnap, Cournot et bien d'autres qui disent que non, tout ce qui relève de la connaissance doit être décrit. Quand on ne peut pas décrire, alors, parce qu'on voulait, Thomson lui-même n'avait pas vu l'électron. Et même jusqu'à aujourd'hui, qui a vu l'électron? On n'a pas vu l'électron. Mais il fallait prouver que c'est un phénomène qui existe et qui peut être étudié physiquement. Vous voyez que la physique, dans sa conception, c'est la matière, étudie des choses qui ne sont pas visibles, mais qui ne relèvent pas de l'irréalité, qui relèvent pourtant de la physique, et dont on peut mesurer la masse, on peut mesurer la vitesse, même si ce n'est pas, même si c'est de façon échelonnée, mais au moins on sait que ça relève de la physique. En d'autres circonstances, on aurait pu dire que peut-être c'est la métaphysique pure et simple. Mais aujourd'hui, quand nous voyons nos transistors fonctionner, nous comprenons bien que c'est logique qu'on étudie l'électron plutôt en physique et non dans d'autres domaines de savoir. Vous voyez, on a la télévision aujourd'hui, qui sont les preuves d'existence de l'électron. Tout ce que nous faisons, le radar, la possibilité même d'existence de l'aviation. C'est vrai, il fallait d'abord arriver à deviner quelle est la portance, comment dominer la pesanteur et comment voler pendant des heures sans tomber, parce que tout ce qu'on lance, qu'on envoie vers le haut, a tendance à retomber. Mais qu'est-ce qui fait que l'avion résiste à cela? Si on n'étudie pas tous ces phénomènes qui vont caractériser notre nature, c'est-à-dire l'atmosphère, la Terre qui domine avec la pesanteur, on ne comprendra pas grand-chose de notre monde civilisé d'aujourd'hui. Et vous voyez que la physique, en entrant dans le domaine de l'infiniment petit, a suffisamment bien nourri la biologie ou bien la médecine. Quand on parle aujourd'hui de technobiomedicine, à partir de l'étude qu'on fait en physique, on peut soigner certains cancers à partir des bombardements quantiques. Aujourd'hui, il existe la médecine quantique. Mais il fallait d'abord que les physiciens travaillent. Et moi, je me dis que ça, c'est les dérivés même de cette cosmologie dont il est spécialiste. C'est-à-dire, la cosmologie part de l'étude d'un grand système monde ou bien univers pour se miniaturiser et considérer des espaces précis qui sont peut-être à l'échelle, à une autre échelle, pour penser comment faire pour que le système d'harmonie qui donne la vie à un corps soit pérennisé. Alors, est-ce que on ne peut pas d'abord essayer de réduire l'homme à sa plus simple expression? On voit que peut-être que le gène est encore supérieur aux entités atomiques, subatomiques, et on va jusqu'à l'élément le plus petit pour comprendre que si on adjoint tel élément à tel autre, et si un élément est défaillant, est-ce qu'on peut avoir une structure vivante qui fonctionne de façon coordonnée? Voyez-vous, l'interdisciplinarité à ce moment-là devient une obligation, parce que voilà la physique qui vient entrer dans la biologie qui vient déterminer la médecine, et la médecine elle-même qui puise dans la chimie, parce que par exemple quand le cerveau fonctionne, c'est un mécanisme biochimico-électrique qui donne lieu au fonctionnement du cerveau. Et ça, plus on comprend cela, moins on est déterminé par le mystique, le mythique, et une sorte de religion qui peut nous inviter à une forme de croyance qui pourrait nous aveler ou anéantir toutes les possibilités de l'intelligence qui n'attend qu'à voir la possibilité de se déployer. Quand nous commençons à réfléchir scientifiquement, en cherchant d'abord les bases qui doivent nous limiter, parce que la science pourrait créer des explosions, on pourrait mourir d'ici là, et nous sommes dans des pays désespérément vides de science, le niveau de formation n'ayant pas encore construit la masse critique devant permettre la détermination d'une population à changer sa façon de vivre. Son avenir. Oui. Ouais. Donc il faudrait qu'à un moment, qu'on fasse de la science, et plus précisément de la physique, qui est comme le corps fondamental de toutes les sciences, une nécessité pour tout le monde, une obligation, un passage obligatoire. Un peu comme dans certains pays, on fait de la formation militaire
un passage obligatoire pour tous les citoyens. Moi, je pense que quelle que soit l'étude qu'on mène aujourd'hui, On devrait apprendre la physique. on devrait apprendre la physique parce qu'au moins, il faut savoir où nous sommes et il faut savoir comment nous fonctionnons et comment nous arrivons à converser avec les autres. Il faut comprendre au moins les éléments. Bon, pas croire que parce que je vous ai rencontré subitement à midi, c'est une grâce divine. Bon, il faut savoir que les corps communiquent et même à distance, il y a des possibilités de communication qui pourraient se justifier dans les études physiques. C'est pour cette raison que il pourrait croire que la cosmologie, bon, on en parle. C'est vrai qu'on n'en parle pas dans tous les milieux. C'est vrai aussi qu'on a de moins en moins la signification de ce à quoi renvoie la cosmologie. Mais il est dans une science fondamentale et à promouvoir. Sauf que quand vous êtes esselé, bon, c'est vrai qu'il n'est pas seul. Mais quand vous n'êtes pas en nombre important pour fonder l'importance de votre discipline, vous êtes un peu marginalisé. Votre savoir peut vous créer une angoisse, Oui. des angoisses. D'autant dit, est-ce que les constances dans toutes ces dynamiques-là, je pose vraiment une question, je veux qu'il n'écoute même pas ma question, est-ce que les constances ne figent pas? À partir du moment où on pose une constance, est-ce qu'on n'impose pas quelque chose? Oui, effectivement. Voilà pourquoi on a remis en question la constance que voulait imposer Albert Einstein. Alors, on ne peut plus, même la force que Newton voulait imposer, aujourd'hui, on ne parle plus véritablement de force, mais d'interaction. Donc, on doit savoir que l'univers est en constante mutation. Cette constante mutation nous permet donc de savoir qu'à partir de la grande explosion jusqu'à présent, en fait, ou bien que nous sommes le résultat de la grande explosion. Et si nous sommes les résultats de la grande explosion, comme le dit souvent, nous sommes des nuages de poussière, nous sommes les résidus de cette explosion. Et là, tout est lié, comme le disait le professeur. Comment donc dissocier maintenant la physique, la chimie, la biologie et tout, alors que tout vient d'une même réalité, d'un même instant. Alors, vous voyez que même dans l'évolution des espèces, on a vu Darwin, et peut-être celui qui l'avait le mieux compris, parce qu'il applique justement cette perception des choses, sa théorie est en fait une analogie de ce que nous sommes en train d'expliquer aujourd'hui, parce qu'il pense que les espèces sont en évolution. Donc, nous sommes tous les espèces sont des produits d'une évolution. Et que dans cette évolution-là, les plus résistants peuvent demeurer ou bien perdurer ou bien rester dans le temps. Et les plus faibles peuvent donc disparaître. Et voilà pourquoi, à partir des premiers instants, nous avions peut-être des particules d'hydrogène et d'hélium. Mais aujourd'hui, à partir de là, on a vu une fusion générale des particules. Si vous prenez le tableau des éléments, vous voyez que nous ne sommes plus qu'à 2 éléments. Nous avons eu, par exemple, le 8e cas où vous pouvez avoir l'oxygène qui nous permet aujourd'hui de respirer, qui n'était pas là au départ pourtant. Donc, nous pensons que on ne peut plus établir des constantes figées et définitives. Voilà pourquoi la pensée de Heisenberg devient précieuse et de plus en plus importante ici, parce que nous sommes dans l'incertitude, nous sommes dans une procédure d'incertitude. On ne peut donc pas croire que ce qui est aujourd'hui est une permanence, mais que ce qui est aujourd'hui est un moment de la connaissance de l'histoire de l'univers, et que ce moment va forcément évoluer, ou bien il est même en évolution, parce que l'univers est en expansion de manière constante. Donc, croire qu'on a une vérité absolue, définitive, c'est certainement se tromper de la plus belle manière. S'il vous plaît, je ne voudrais pas vous couper le mot d'enchaînement, c'est juste pour être davantage éclairé. À ce niveau, je parle sous le contrôle du physicien. Bon, mais je pense quand même qu'il y a des constances dans les atomes. Est-ce que la masse d'un atome change selon qu'il perd ou gagne un électron? C'est une constante à ce niveau, non? Voilà. Justement, quand la masse perd une particule, il y a effectivement il y a quelque chose qui change. Il y a ce principe d'équivalence égale à MC2 qui fait perdre quelque chose à la particule primordiale, celle qui a été, du moins quand une particule quitte d'un corps, le corps là, il perd quelque chose, y compris sa masse. Mais déjà, il change même en fait. Il change. C'est-à-dire, si par exemple... La masse d'un atome, ça varie? Voilà, l'atome justement, l'atome est constitué de plusieurs éléments. Mais si on parle des particules élémentaires, je crois que c'est là
qu'on pourrait dire que non, ça ne varie pas. Mais en relativité restreinte, il y a un truc qu'il faut avouer. C'est que la masse d'un corps peut changer en fonction de sa vitesse. Mais du point de vue classique, en principe, la masse de l'électron, c'est la masse de l'électron. Du point de vue classique. Quoi. Si je peux ajouter quelque chose, parce qu'il faut établir une différence entre la masse et l'énergie de masse qui accompagne chaque électron. Non, la masse peut être compensée par l'énergie, puisque si la matière est égale à l'énergie, ça signifie que à l'intérieur de l'électron, est-ce que la dynamique à l'intérieur de l'atome, je voulais dire, la dynamique des autres particules qui sont restées n'est pas de nature à compenser en termes d'augmentation d'énergie le fait que si un élément, si l'atome a perdu par exemple un électron, par exemple, est-ce que l'activité qui produit de l'énergie par les autres éléments qui sont restés dans l'atome ne compense pas la masse pour que la masse là devienne une constante? Non, je ne crois pas nécessairement, parce que si par exemple on suppose un atome qui a un noyau et 2 électrons, si par un processus physique quelconque on retire l'électron à cet atome-là, l'atome aura perdu une masse. Là c'est théorique ou pratique? C'est le cas. C'est une physique expérimentale. Parce qu'il faut que ce qu'on appelle sur la physique le bilan reste le même. Donc la masse totale initiale doit être égale à la masse totale finale. L'énergie comme la masse quoi. Donc si on retire une particule, il faudrait que la partie qui soit quittée là crée un vide dans ce qu'il y avait pour que quand on additionne la totalité, en fait, du moins, la totalité doit rester la même. C'est-à-dire, si on retire, si on ajoute là-bas, quand on fait la totalité, en fait, ça doit toujours rester la même. Est-ce que la densité, alors, à ce niveau, est-ce que la densité à l'intérieur de l'atome, en fonction des mouvements qu'on y retrouve, selon qu'on a un atome lourd ou un atome léger, est-ce que la densité va baisser quand on sait que plus il y a des éléments, moins il y a des possibilités de mouvement. Et diminution d'éléments, augmentation de possibilités de mouvement, parce que plus d'espace, puisqu'on ne peut pas parler de vide à ce niveau. Il y a toujours quelque chose de plein. Bon, est-ce qu'à ce niveau, parce que je voudrais comprendre, je vois, il y a des constances en physique régulièrement quand on fait des calculs. Et à un niveau, on dit, ce qui ne varie pas à l'intérieur de l'atome, c'est peut-être la masse. Et je me suis toujours demandé, qu'est-ce qui crée la compensation pour que la masse ne varie pas? Je crois qu'un physicien nucléaire, c'est-à-dire un spécialiste de la physique nucléaire, serait plus éclairé que moi. Mais de manière basique, ce sont les particules élémentaires qui sont censées avoir des masses communes. C'est-à-dire quand un physicien veut faire des calculs, et lorsqu'il par exemple se rend compte qu'il y a 12 électrons dans son système, il fait 12 fois la masse de l'électron, parce que la masse de l'électron est supposée être une constante, du moins quelque chose d'universel, dans certaines conditions données de l'interprétation physique. Ouais. Et même l'atome à l'intérieur a non seulement les électrons autour, mais aussi un noyau. Ce noyau-là peut être constitué des protons et des neutrons. Et le proton et le neutron ont des masses différentes. Si par un processus physique qu'il arrive, il y a ce qu'on appelle la radioactivité. Si par un processus physique, on réussit à changer un neutron en proton à l'intérieur de l'atome, la masse du système va changer. Donc la constante revient ici à s'adresser aux particules élémentaires. Par exemple, la masse du proton et la masse du neutron sont toujours les mêmes, peu importe le système. Sauf quand on entre dans le cadre de la mécanique relativiste d'Albert Einstein. Parce que là-bas, la particule n'est pas seulement quelque part, mais elle évolue à une vitesse qui se rapproche de celle de la lumière. Donc il y a un facteur relativiste qu'on met en exergue pour modifier la masse de la particule élémentaire. Mais la masse d'un corps en elle-même, elle est supposée être dynamique parce qu'il y a toujours les électrons qui viennent la fouetter, la percuter, une particule sort. Voilà. Mais par contre, le bilan, comme on dit tantôt, le bilan énergie-masse, donc de la totalité du système, c'est celui qui doit rester conservé. Ou constant. Oui. Ok, c'est ce que je voulais comprendre. Merci professeur Mouchili. Nous parlons quand même des choses qui sont assez compliquées. Je voulais vous demander, s'il vous plaît, de nous parler de physique quantique en mots simples. Qu'est-ce que le téléspectateur qui nous regarde, c'est un mot très génie, certainement pour lui. Qu'est-ce qu'il doit comprendre de la physique quantique? Bon,
Naturellement, un physicien spécialiste de l'infiniment petit serait plus aguerri parce que moi, j'étudie l'infiniment grand. Quoique, en étudiant l'infiniment grand, à l'heure actuelle, on a aussi besoin des outils de l'infiniment petit avec la théorie de l'unification des forces fondamentales et tout. La mécanique quantique, c'est cette discipline-là, c'est ce mécanisme en fait qui nous permet de comprendre comment le monde de l'infiniment petit fonctionne. Je peux vous donner un exemple assez déroutant et je crois que la plupart du temps tout le monde le connaît. Quand on prend un atome, c'est-à-dire le noyau et les électrons, il y a ce qu'on appelle, si j'ai bonne mémoire, les couches électroniques. C'est-à-dire il peut y avoir une couche électronique ici, il peut y avoir une autre couche électronique ici. Quand on prend un électron qui est au niveau de la couche principale, la couche proche du noyau, et qu'on lui donne une certaine énergie, l'électron va essayer d'arriver à la couche qui arrive, la couche de dessus. Maintenant, si c'est qu'on reste dans le cadre de la mécanique classique, dans le cadre de la mécanique classique, l'électron serait monté, on aurait vu l'électron en train de monter jusqu'à arriver. Mais on ne voit pas l'électron monter. On sait seulement qu'il est déjà arrivé au deuxième niveau. Donc, pour étudier cela avec la mécanique classique, vous ne pouvez pas vous en sortir. Il faut faire appel à des outils de la mécanique quantique. Donc, a priori, la mécanique quantique, c'est d'abord un outil pour interpréter le monde de l'infiniment petit. Maintenant, c'est ça qui a donné naissance à tout ce grand domaine de la physique qu'on a plus tard appelé la physique quantique. Mais a priori, on parle beaucoup plus de physique atomique, physique moléculaire, physique subatomique, physique des particules. Là-bas, c'est la mécanique quantique qui entre en jeu, comparativement à la cosmologie, où on parle beaucoup plus de la gravitation, selon les travaux d'Albert Einstein. Donc, ça veut dire que la cosmologie est supportée par la relativité générale alors? Oui, de prime abord. C'est le fondement de la relativité générale d'Einstein, la gravitation. Professeur Mouchili, on dit, on a peur que la Terre se réchauffe. En cette période-ci, on a beaucoup de combats, on se demande est-ce que la Terre ne va pas, j'ai emprunté au propos du docteur Ndi tout à l'heure, est-ce qu'on n'évite pas une autre révolution qui pourrait être une révolution scientifique s'il est vrai que c'est la chaleur qui crée l'explosion. Peut-être ce ne serait pas l'explosion du tout, peut-être l'explosion de cet infiniment petit-là pour qu'il y ait une autre révolution scientifique. Je me demande si c'est légitime d'avoir peur. Non, aujourd'hui, il n'est pas légitime d'avoir peur. Il faut plutôt surfer sur le renouvellement technologique. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que même si, en dehors de l'activité humaine, la Terre est déjà naturellement portée à une autodégradation. Et vous allez voir que la vie n'est plus possible sur Mars. Ce n'est pas l'action humaine. La vie n'est pas possible à Vénus. Ce n'est pas l'action humaine. On a constaté que la vie est possible sur Terre parce que dans l'atmosphère qu'on a sur notre planète, il y a 0,03% de gaz carbonique, de CO2 par nature. Et ces 0,03% créent un niveau de température à l'échelle générale qui se situe entre 18 et 20 degrés Celsius. À Vénus, l'atmosphère est constituée de 80% de CO2, ce qui rend la vie impossible. Voyez-vous? C'est vrai qu'il y a l'action humaine qui crée la possibilité de réchauffement climatique. Mais la science a trouvé une solution. À partir des OGM, on peut renouveler la végétation et créer un système végétationnel tel que les plantes résistent aux températures les plus arides. Mais il se pose un autre problème. Celui d'avoir une technologie articulée à l'idéologie néolibérale qui fait qu'on croit que ce n'est que ce que nous voyons aujourd'hui de la science qui est la seule possibilité de la science. Je prends tout l'exemple de cet ancien président, le guide de la révolution libyenne, Kadhafi, qui avait voulu rendre la Libye verte. La Libye en plein désert. Mais comment c'était possible? Il a commencé à réaliser ce projet. Ça veut dire, au lieu de se plaindre par rapport au réchauffement climatique lié à la science, il faut plutôt voir comment renouveler la végétation à partir des OGM. Ouais, et c'est possible. Et ça peut être un autre chantier qui devra... Vous savez, quand le monde est tenu par l'économie, chaque nouvelle prise de risque constitue possibilité de décadence économique. Et puisque l'économie
C'est ça, la gestion des ressources rares. Et on met ça en difficulté. On a l'impression de faire la part belle aux écologistes qui deviennent même des éco-intégristes parce qu'aujourd'hui, ceux qui parlent beaucoup de l'écologie sont perçus comme ceux-là qui veulent sauver la Terre. Dans la physique des systèmes complexes, il y a un système qui permet d'étudier le fait que les accidents, les collisions qui ont lieu entre les atomes qui constituent la Terre peuvent se répandre à une certaine échelle qui englobe tout le système terrestre et la Terre elle-même s'autodégrade. Et c'est pour ça qu'on peut justifier la possibilité pour la Terre de produire par elle-même un réchauffement qui fait que l'avenir de la Terre n'est pas différent de ce que nous connaissons de Mars aujourd'hui. Mais avec les OGM, c'est-à-dire, ça c'est une combinaison entre ceux qui cherchent dans la génétique et ceux qui font dans la physique. Les deux catégories de savoir ne peuvent plus être complètement séparées. Parce que ceux qui font dans la génétique ont nécessairement besoin des physiciens pour savoir comment modifier génétiquement de façon à trouver des systèmes de plantes qui résisteraient le mieux possible à cette autodégradation de la Terre. Ouais, ça veut dire qu'on tend vers l'unification de la science qui à un moment a pensé qu'il fallait tout disloquer de façon à créer des micro-spécialités qui ne rejoignaient plus nécessairement le grand système. Mais puisqu'il est question de sauver les vies, on peut maintenant ralentir, même si on ne peut pas stopper le processus d'autodégradation de la Terre. On peut ralentir au moins avec la production des OGM qui peuvent être des plantes transgéniques qui vont résister à cela. Et là, on ne va plus dire ne coupez plus les arbres du bassin du Congo. On produit ailleurs pour créer l'équilibre et que nous, qui sommes dans le bassin du Congo, on continue à avoir les meubles. Parce que si on ne coupe plus, on va faire comment pour avoir des meubles? Parce que ceux qui demandent de ne pas couper ont déjà suffisamment les meubles. Nous n'en avons même pas encore et on nous interdit de les avoir. Comment allons-nous commencer par le développement par la fin? C'est-à-dire, c'est un peu comme si on avait déjà tout fait, on nous demande d'arrêter. Or, nous ne sommes qu'au début. Il n'est pas possible d'arrêter maintenant, qu'il faut plutôt commencer. Voilà la solution scientifique. Mais tout le monde n'est pas porté vers là, parce qu'on n'est pas sûr que ça donnera autant d'argent que le système actuel. Ça veut dire qu'il faut essayer de revoir la relation que nous avons créée entre la science et l'idéologie dominante du monde. Autant dit, quand on écoute tout ça, on a l'impression que ceux qui sont contre l'écologisme ont raison, puisqu'ils disent qu'il faut laisser l'univers se déployer, peut-être parce que ce qui arrive, c'est la conséquence de sa croissance. Oui, dire que ceux qui sont contre l'écologisme ont raison, je crois que ce n'est pas l'idée que je partagerai. Parce qu'il faudrait peut-être redéfinir l'écologisme. Parce que ce que le professeur a dit n'est pas contre l'écologie, tout au contraire. Parce que c'est tout simplement des propositions. Non, c'est pour le renouvellement écologique. Voilà. Mais les écologistes d'aujourd'hui pensent qu'il n'est pas naturel de continuer. Nos comportements frisent une méprise qui conduit au mépris de la nature. Oui, en fait, c'est justement là. Je voulais raisonner un peu par là-dessus. C'était pour dire que l'écologisme classique que vous venez d'évoquer donne l'impression que penser que la science peut résoudre le problème écologique est une erreur. Mais nous disons que ce n'est que par la science qu'on peut pratiquer une véritable écologie. C'est ce que je voulais dire, pour parler simplement. Alors, vous avez dit que si nous sommes en expansion, mais je pense que l'expansion de l'univers est plutôt salutaire. Parce que si nous remontons dans le temps et que nous allons peut-être à 12 milliards d'années, je crois que l'univers était invivable.
On ne va même pas y arriver parce que... Ça veut dire que cette expansion est certainement salutaire. Et d'ailleurs, ça continue parce que Hubble a montré, suivant la constante de Hubble, il montre que l'univers continue à évoluer autour de 68 km par seconde. Donc, ça veut dire que l'expansion continue. Bon, 68 km par seconde, il calcule cela par méga, pas les mégas. Voilà, parce qu'il ne faudrait pas prendre cela. Voilà, donc, je pense que sur ce plan-là, c'est plutôt intéressant. Bon, craignant aussi un refroidissement peut-être total plus tard. Mais, qu'est-ce qui pose problème au juste? C'est certainement au niveau de notre système solaire. Parce que, par exemple, une éruption solaire peut dégager de l'énergie qui puisse peut-être entamer la vie sur Terre. C'est à ce niveau qu'on peut donc se poser la question, comment essayer de se prémunir de tels incidents naturels, parce que c'est le soleil, c'est naturel, ce n'est pas l'homme qui a provoqué cela. Comment pouvoir se prémunir de cela? Et que le soleil qui se rapproche de nous dans le temps va forcément entraîner, vous voyez que le désert, les déserts s'élargissent et tout cela. C'est à ce niveau que l'homme doit réfléchir. Comment faire pour se mettre à l'abri de ce que la nature peut faire sur nous? Est-ce qu'on doit donc se confier au hasard? Parce que ceux qui veulent, les naturalistes, veulent se laisser entraîner dans le hasard, laisser la nature faire ce qu'elle veut, justement nous déterminer. Et c'est là que je partage l'avis du professeur. Je dis non, puisque les connaissances dont nous disposons aujourd'hui sur le réel, ce que nous avons dit par exemple sur la physique des particules, nous permet aujourd'hui de nous prémunir de certains errements. Moi, j'appelle ça les errements de la nature, pour essayer de la contrôler et lui donner le sens qui soit propice à notre survie. Et à ce niveau donc, si on parle de la nature, peut-être de la végétation, nous savons qu'avec l'intelligence végétale, parce qu'on apprend aujourd'hui à comprendre les arbres, comprendre comment fonctionnent les arbres, les neurosciences végétales nous permet de savoir comment les arbres communiquent entre eux et comment on peut les disposer dans la nature de sorte qu'il y ait moins de destruction ou bien qu'ils périssent moins. Le sol lui-même, on peut communiquer avec ce sol pour savoir comment l'exploiter, comment l'employer pour qu'il puisse être au service de notre environnement. Le désert n'est pas un monde statique, péri, mort, comme on le croit. Le désert est en vie. Il suffit de placer une caméra dans le désert et maintenant ralentir l'image qui a été prise. Vous allez vous rendre compte que le désert est plus en mouvement que le sol qui est devant vous. Alors, comment exploiter cela? On peut donc certainement, et surtout, il a été remarqué que dans tous les déserts du monde, il y a des nappes phréatiques qui contiennent de l'eau. Comment pouvoir exploiter cela pour reverdir? Je crois que c'était même l'approche de Kadhafi, ce qu'il voulait employer. Il y a même aussi des réflexions comme ça sur le désert de l'Arizona aux États-Unis. Donc, au lieu de croiser les bras, dire que nous attendons ce qui va nous arriver, à moins que le ciel ait pitié de nous, comme les écologistes, et en disant non, ne mangez plus, ne dormez plus, parce que quand vous dormez, vous allez dégager les gaz vous allez dégager les gaz à effet de serre, ça pose problème. Et je crois, peut-être c'est à ce niveau que je ne serai pas d'accord avec le professeur. Je pense que l'approche même qui consiste à donner à la science le pouvoir de résoudre les problèmes auxquels font face les hommes aujourd'hui par rapport à leur environnement, peuvent plutôt être utiles même au capitalisme, c'est-à-dire le néolibéralisme, parce que... Créer de nouvelles activités. Oui, ça crée de nouvelles activités, une nouvelle forme de production et une économie plus dynamique. Vous dites d'ailleurs la même chose. Sauf que, écoutez, peut-être... Bon, sauf si J'ai dit ceci. Dans les systèmes économiques, toute perturbation crée dans la tête des détenteurs de l'argent le risque, la peur de perdre des avoirs. C'est pour cette raison que, puisque c'est l'économie néolibérale qui tient la science dans notre contexte, ce sont eux qui financent. Le renouvellement technologique ne peut provoquer en aucune peur. C'est-à-dire, quand on va vers un nouvel horizon, quelles sont les perspectives en termes de gains, alors que la trajectoire que nous avons déjà prise nous permet de savoir qu'en 2035, on aura atteint tel niveau de développement avec tel niveau d'économie.
En d'autres termes, l'économie n'aime pas l'incertitude. Oui. Pourtant, on évolue que sur la base d'un système d'incertitude enchaîné. Vous se reconfigurant. Pendant qu'on est en train de pleurer parce que le coronavirus aurait délabré l'économie, il y a une guerre qui se réveille en Ukraine. Et c'est un autre aléa qui vient s'ajouter déjà au problème qu'a posé le coronavirus. Bon, maintenant, quand je parle de la croissance technologique, mais en passant par le renouvellement technologique, c'est pour qu'il puisse y avoir un courant scientifique qui pourrait mettre dans la tête des uns et des autres que renouveler ne signifie pas renverser le système actuel qui est tenu par l'économie néolibérale. Je crois que ça va Edgar créer... Morin, Bon, je n'aime pas beaucoup parler d'Edgar Morin, sauf parce que Edgar Morin ne nous enseigne pas les principes scientifiques qui conduisent à ce. Il fait aussi une interprétation, mais ce scientifique qui en parle, quelqu'un comme Claude Allègre, il est qui fait la géochimie. Il est aussi spécialiste de géochimie. C'est-à-dire, on étudie le système chimique qui constitue le sol pour voir dans quelle mesure créer de nouvelles conditions de possibilité de réussite sans avoir à faire rétrograder la science. Parce que l'éco-intégrisme devient une source d'enrichissement pour ceux qui manipulent ce concept dans le sens d'exploiter le monde. Quand je prends l'exemple de l'ancien vice-président américain Al Gore, il a toute une ONG, toute une entreprise qui entend lutter contre le réchauffement climatique. Il fait le tour du monde, mais dans des avions. Il privilégie plus les voyages en avion que les conférences, les visioconférences, qui pourraient réduire le taux de gaz à effet de serre. Oui. Et il a la possibilité aujourd'hui de louer les avions privés pour faire le tour du monde et polluer un peu pour venir nous dire qu'il n'est pas bon de polluer. Je vous laisse continuer. Je vous laisse poursuivre. Oui, je pense que cet écologisme intégriste, comme le dit le professeur, est beaucoup plus une idéologie et moins scientifique. Parce que c'est vrai, on fait un constat à l'œil nu. Empirique. Oui, empirique de la dégradation de l'univers. Mais comment l'homme a-t-il fonctionné jusqu'à présent? L'homme se pose des questions et trouve des solutions à ce problème. Et qu'est-ce qui a été l'instrument majeur de la résolution des problèmes de l'homme aujourd'hui? C'est la science. Et si on accuse la science, admettons même cela, il faudrait qu'on demande à la science elle-même de résoudre ses propres problèmes, que de demander le retour à l'âge de la pierre taillée pour espérer reverdir le monde, sachant que ce que je venais de dire tout à l'heure, on aura tout reverdi qu'une éruption solaire va tout brûler, va tout ravager, et on n'aura pas résolu le problème. Alors que on peut construire des bunkers qui peuvent faire que même s'il y a éruption solaire et que toute la terre brûle, on peut survivre. Je ne sais pas si vous voyez un peu la comparaison. Donc, je pense qu'on doit plutôt faire confiance à la science. Nous avons fait un débat là, récemment. Alors, donc, pour revenir un peu à notre question sur la cosmologie, je dirais plutôt que il est plus important aujourd'hui aux scientifiques de s'interroger sur l'histoire de l'univers. Parce que ça nous permettrait de mieux nous situer sur l'avenir. Quand on sait d'où nous venons et comment nous sommes constitués, alors on peut savoir comment faire face aux problèmes à venir. Mais si nous pensons que, si nous fermons les yeux sur nos origines, si nous refusons de faire un voyage dans le temps, il nous sera impossible de nous projeter dans l'avenir. Parce que ce qui arrive dans l'avenir est fonction de l'expansion de ce que le monde a été il y a cela 15 milliards d'années. Si on ignore cela, par exemple la Terre qui est née il y a cela 4,5 milliards d'années, si nous ne nous posons pas de questions, qu'est-ce qui a constitué la Terre il y a cela 4,5 milliards d'années, nous ne saurons pas vivre sur Terre dans 4,5 milliards d'années. Nous allons perdre la Terre avant même 1 milliard d'années parce que nous allons vivre comme si c'était un don.
sans savoir que ce n'était pas un don, c'est tout simplement une évolution historique et qu'on doit savoir donc préserver oui. cette évolution pour que nous puissions y vivre le plus longtemps possible. Monsieur Nomo, est-ce que Ouais. l'avenir du monde intéresse le physicien? Bien sûr, bien sûr. Le physicien est tout le temps préoccupé par l'avenir du monde. Je parle dans le sens global. Dans plusieurs universités, et je prends même l'exemple du Cameroun pour que les Camerounais qui nous écoutent sachent de quoi il s'agit, ce qui se fait autour d'eux, même si parfois ils ne sont pas au courant. Il y a des laboratoires tels que les laboratoires d'énergie et environnement, où là-bas ils essayent d'étudier les conditions optimales pour mettre sur pied des fours solaires, des centrales solaires. Comment est-ce que nous-mêmes nous pourrions créer nos propres panneaux solaires? Il y en a qui travaillent sur le biogaz, les meilleures techniques d'amélioration et d'optimisation du biogaz. En électronique, pareil, il y a des chercheurs qui travaillent sur la robotique du futur. Parce que quand on parle du futur, on ne parle pas que du futur européen, on parle du futur de la planète. C'est à nous, les Africains, à nous les Camerounais, de nous approprier aussi de ce savoir et le transformer en savoir-faire. Ce n'est pas le rôle du blanc qui viendra le faire. Donc, il y a tout un tas de connaissances qui se développent. On parlait dans beaucoup de domaines, même dans le domaine du nucléaire. Il y a la physique nucléaire, il y a la biophysique, il y a des biophysiciens camerounais, pêle-mêle déjà, qui travaillent sur les maladies neuronales, les maladies liées au cœur, les maladies liées à l'hypertension, les maladies liées au rein. Donc, tellement, et même y compris nous-mêmes qui travaillons sur ce qui se passe dans l'espace, dans l'univers, c'est pour savoir quelles pourraient être les menaces auxquelles nous pourrions faire face à l'avenir. Donc la physique vraiment se base beaucoup plus sur qu'est-ce qu'il adviendrait de l'humanité. Est-ce qu'il y a des moments quand même où vous êtes inquiet? Quand vous voyez comment est-ce que, quand vous faites vos calculs, quand vous avancez, est-ce qu'il y a des moments où vous êtes inquiet quand même sur ce qui pourrait arriver? Bon, là, il faut parler Parce beaucoup qu'on plus. va dire que le philosophe spécule, mais le physicien, voilà, il a certainement des outils, des mesures pour pouvoir dire ça. Bon, premièrement, je dirais que, bien sûr, je passe le contrôle de mes profs. Ouais. Le scientifique, lui-même philosophe, avant de faire ses calculs, Ouais. il doit penser, il doit réfléchir. Il ne se lève pas d'un beau matin, il applique ce que les gens ont fait comme ça. Il doit comprendre, voir même quel était l'esprit du scientifique qui a émis la théorie qu'il veut utiliser. Donc, que le philosophe, nous-mêmes aussi, nous philosophons. Donc, la véritable question à se poser, c'est est-ce qu'on réussit à apporter notre contribution pour que l'humanité reste telle qu'on est aujourd'hui, en fait, de toujours s'adapter, essayer de s'adapter pour que l'humanité reste. Et à ce niveau-là, j'aimerais un peu savoir davantage. Quel est votre point de vue sur la course, sur l'occupation ou bien le tourisme dans l'espace qui est aujourd'hui avec les richissimes qui sont en train de vouloir s'installer dans d'autres planètes, sur d'autres planètes? Ne voyons pas directement l'aspect touristique parce que ce sont des paysages magnifiques, mais voyons plutôt une sorte de nécessité, peut-être même d'urgence. Parce que, comme vous le disiez tantôt, on ne connaît pas vraiment les menaces qui sont autour de nous. La Terre peut partir à tout moment. Un volcan peut être entré en éruption et causer avec un autre tsunami de l'autre côté et ça devient du désordre. Donc, toujours penser aux politiques. Donc, en fait, ces gens dont vous parlez là, les riches, en fait, ils ne sont pas que riches, ils sont visionnaires. Parce que ce sont eux qui vont développer des grosses entreprises, qui vont faire voyager des gens de telle planète à une autre d'ici 20 ans, 100 ans. Donc, ils sont extrêmement visionnaires. Pour poursuivre la question, le docteur dit, c'est-à-dire que vous imaginez que bientôt là, qu'on ne sait jamais, allons comme ça, permettez, hein, qu'on ne sait jamais, on peut ne pas avoir de terre et qu'il faut qu'on ait un lieu, un autre abri. C'est tout à fait logique parce que La même le Terre réchauffement ne reste climatique, que notre berceau. même le réchauffement climatique nous montre que la Terre est en danger. Je pense que peut-être il y a 100 ans plus tôt, je ne suis pas sûr qu'il y avait des scientifiques qui se disaient est-ce que la Terre est vraiment en danger. Mais je crois qu'à l'heure actuelle, tout le monde y pense. Même les enfants de l'école primaire sont au courant que la planète est en danger. Donc c'est un problème mondial, c'est un problème planétaire. Et à ça, il faut une réponse planétaire. C'est-à-dire parler d'autres planètes, par exemple. Est-ce qu'on fait des prévisions quand même? Là, Est-ce que vous imaginez que dans 100 ans, 200 ans, 500 ans, on pourrait peut-être être plus inquiet, on se rapprocherait plus de la fin? Est-ce qu'il y a des prévisions comme ça? je crois que autant que, comme on le dit tantôt, gouverner c'est prévoir, autant faire la recherche scientifique c'est aussi prévoir. Parce que la recherche scientifique s'intéresse à l'aspect futur. C'est-à-dire ils sont là pour se poser des questions qu'on a même parfois du mal à se poser. Vous voyez? Donc ils s'intéressent à qu'est-ce qui pourrait advenir si le monde évoluait comme ceci? Qu'est-ce qui pourrait advenir si
on pourrait peut-être adopter telle solution au lieu de celle-ci. Comment l'univers et le monde sera transformé si on procédait comme ça. Quand ils découvrent, ils n'appliquent pas directement. Ils font part de cela au monde entier et peut-être des ingénieurs vont voir comment appliquer, tant mieux. Mais tout le monde travaille toujours sur l'avenir. Tout le monde travaille sur l'avenir. C'est primordial. Professeur Mouchili. Non, je suis content que le scientifique ait posé les balises permettant de faire la dissociation entre le scientifique et l'ingénieur. Parce que généralement, les critiques que nous balançons contre la science, c'est contre les ingénieurs. Ça veut dire que la science est un pouvoir. Comme il a dit tout à l'heure, la science fait des recherches et la science établit des possibilités d'action qu'on pourrait avoir en utilisant telle ou telle substance ou telle découverte. Voyez-vous, maintenant, nous sommes dans un monde idéologiquement déterminé. Et l'ingénieur qui comprend cela met en œuvre la volonté du marché et non plus toutes les capacités qu'offre la science. La science offre beaucoup de capacités, de possibilités, mais c'est la volonté du marché qui est exploitée. Voyez-vous? Et cette volonté du marché dépend maintenant d'une ingénierie, parce que la génétique n'est pas l'ingénierie génétique. La génétique nous montre comment fonctionnent les gènes. Quelles sont les possibilités qu'on peut avoir si on veut corriger une maladie génétiquement déterminée. Bon, maintenant, l'ingénieur génétique va procéder à la mise en place des possibilités qu'offre la génétique. Mais il est difficile, quand on fait la critique, on adresse à la science, de comprendre qu'il faut toujours dissocier. Parce que les moyens de mise en application sont financés. Et le savant, parfois, part de sa simple curiosité pour établir un aspect des choses. Et quand vous êtes tout simplement curieux, la science ne commence pas toujours par une méthode déjà établie, non. Parce que parfois, on ne sait pas sur quoi il faut se fonder pour commencer à chercher. Donc ça veut dire que le tâtonnement et le hasard entrent dans, déterminent aussi le scientifique. Mais quand le résultat est établi désormais, sur la base de la formule qu'on établit dans le laboratoire de recherche fondamentale, les autres exploitations peuvent être faites à l'échelle du gigantisme avec les industries qu'on aura désormais. Mais il faut que le scientifique ait travaillé à la base. Oui. Docteur Ndi, j'ai envie de poser la question, et Dieu dans tout ça? Est-ce qu'il y a un premier moteur finalement? N'appelons pas ça Dieu. Est-ce qu'il y a un premier moteur finalement? Si vous appelez ça premier moteur, ou si vous voulez même, n'ayons pas peur, vous appelez ça Dieu, je dirais qu'il est toujours permanent. Parce que tout à l'heure, quand on parlait de particules, le photon, vous savez que le photon est parmi les seuls, je crois que l'une particule qui puisse être partout au même moment. Parce que si vous appelez donc ça Dieu, et qu'il était forcément à la base de ce que nous sommes aujourd'hui, alors appelez ça Dieu ou tout ce que vous voulez. Dans tous les cas, ce que nous savons aujourd'hui, c'est que l'univers est le fruit d'une explosion nucléaire. Et que cette explosion nucléaire a fait germer les planètes, d'abord avant même des planètes, des particules élémentaires qui ont pu se constituer en galaxies, puis des planètes et tout ce que nous avons aujourd'hui, et l'homme lui-même. Donc, si c'est ainsi que nous comprenons Dieu, ça dépend du pouvoir que nous affectons à ce Dieu. Les physiciens vont lui affecter le pouvoir de la physique. Peut-être les créationnistes, ils voient un être qui fait des déclarations et des choses se manifestent. Oui, mais dans tous les cas, dans notre cas ici, nous n'allons pas percevoir les choses à la manière des religieux. C'est leur manière de voir les choses. Ce sont des convictions qui sont loin des vérités scientifiques, ou en tout cas des convictions scientifiques et du savoir scientifique dont nous disposons aujourd'hui. Toutefois, nous ne pouvons pas ignorer cela. La question qu'on pourrait se poser aujourd'hui, c'est où est passée cette main de Dieu religieuse sur la suite de l'histoire, sachant que ce que nous percevons dans la suite de l'histoire est le résultat plutôt de cette
interaction entre les multiples particules qui sont dans l'univers et qui nous permettent d'expliquer tous les phénomènes. Parce qu'à partir de cela, on peut expliquer tous les phénomènes de l'univers aujourd'hui. Et s'ils vous répondent que c'est ce Dieu qui met cette intelligence dans la tête de l'homme, pour lui, c'est un commis. Oui, c'est tant mieux. Alors Dieu serait le cerveau. Okay. Monsieur le physicien, est-ce qu'on peut aller chercher cette énergie-là? Cette fois, en vous posant la question, j'enlève le concept de Dieu. Je parle d'énergie. Est-ce qu'on peut imaginer que l'énergie est dans la matière et que toute matière, et peut-être que la stabilité que nous avons serait l'addition de toutes les énergies constituées dans chacune des matières? Bon, je crois qu'il y a deux mots-clés dont vous avez fait allusion. Il y a d'abord l'énergie et aussi la stabilité. Effectivement, dans la matière, il y a de l'énergie, ça, c'est incontestable. Et côté stabilité, c'est un concept assez flou. Parce que pour parler de stabilité, il faut se demander dans quel contexte. Parce que si on voit par exemple une étoile, quand une étoile explose, je ne suis pas sûr que là c'est encore de la stabilité, mais au fur et à mesure qu'elle vit, là c'est de la stabilité. Et je ne crois pas que c'est parce qu'on est physicien qu'on doit mettre Dieu à l'écart. Non, c'est toujours bien d'avoir un angle de vue assez large. Figurez-vous qu'à une certaine époque, le physicien britannique Stephen Hawking, celui qui était sur la chaise roulante, qui ne parlait pas, qui ne mangeait pas, il a eu à rencontrer le pape Jean-Paul II. Et lorsqu'ils échangeaient par rapport à la théorie de l'univers, le pape Jean-Paul II lui a dit Stephen Hawking, tout ce qui se passe après le Big Bang, c'est pour vous les physiciens et les cosmologistes. Tout ce qui se passe avant le Big Bang, c'est pour nous les religieux. Voilà. C'était pas pour causer des conflits, mais c'était en fait une sorte de réalité. Parce qu'à ce moment, les physiciens ne peuvent pas encore dire ce qui s'est passé avant l'univers. Mais je vous assure que parler même de l'origine de l'univers pourrait faire tout un objet de votre prestigieuse émission. C'est peut-être pour ça que les philosophes ont dit de ne pas parler d'origine, mais de parler d'histoire. L'histoire de l'univers. Pour ça, Mouchili. Non, ce qu'on doit dire, c'est qu'aujourd'hui, les physiciens et les philosophes parlent le même langage, sauf qu'ils n'utilisent pas les mêmes instruments. Oui, on parle tous le même langage, et chacun à son niveau, mais ça permet au moins l'occasion qu'on a avec le doctorant Ndogmo, c'est que il nous amène à comprendre qu'aujourd'hui, un peu comme le dit Claude Allègre, on peut être cultivé, mais si on est ignorant de la science, malgré notre culture, on va toujours prendre des mauvaises décisions. Parce que il faut fonder la compréhension qu'on a de l'univers par rapport aux techniques scientifiques qui ouvrent certainement l'esprit. C'est vrai qu'aujourd'hui, et c'est un obstacle épistémologique, de croire que en menant la science, en se souciant du fait que la science pourrait bousculer Dieu de là où il est, c'est un peu comme si on commettait un péché. Oui, dans ce sens, mais l'intelligence ne connaît pas de limites quand elle se déploie. Voyez-vous? Parce que beaucoup des savants, des hommes cultivés aujourd'hui, pensent plutôt faire de la bioéthique une instance de réprimande par rapport à ce que l'homme est devenu. C'est-à-dire un être intelligent, même super intelligent, qui peut faire en sorte que cette intelligence se dédouble et à travers les machines que l'homme invente pour le suppléer dans plusieurs types de tâches, on voit l'homme devenu super intelligent. Mais comment allons-nous imaginer un monde avec un Dieu qui a fixé le permis et le défendu et croire en même temps qu'on ne va pas se focaliser dans une sorte de récit de la peur pour dire ici il faut s'arrêter, là il faut avancer. Or la science fait des sauts dans l'inconnu. Celui qui cherche à découvrir ne sait pas ce qu'il va découvrir. Mais il faut le faire. Parce que nous n'avons pas choisi d'être des êtres curieux. Et plus on est curieux, plus on développe le besoin de satisfaire cette curiosité. Alors, il n'y a pas d'instance qu'on va inventer et qui devrait limiter la capacité pour notre cerveau à s'étendre toujours dans la réflexion, étant donné que les cellules cérébrales même sont par nature plastiques, donc veulent toujours aller au-delà de ce qu'on perçoit d'elles au premier abord. Il est donc difficile de penser qu'à un moment de l'histoire, on va
subitement freiner et arrêter le travail de la science. Encore qu'il faut que la science nous trouve aujourd'hui des palliatifs par rapport à l'avancée du désert, par rapport au réchauffement climatique. La science va nous trouver cela. Et à ce niveau, celui qui ne croit pas à la science aujourd'hui, c'est un rêveur dangereux. Docteur dit, est-ce que tout n'est que matière finalement? Il y a la matière, il y a l'antimatière. Il ne faudrait pas tout simplement résumer le monde en matière. D'ailleurs, j'ai l'impression que la perception naïve de la réalité nous échappe même parfois. Quand vous regardez le monde, je crois que vous voyez moins de matière qu'autre chose. Regardez autour de vous. Quelle est la matière que vous voyez et qu'est-ce qui n'est pas matière que vous voyez? Tout ce que nous ne voyons pas est aussi présent. Donc on ne peut pas résumer l'univers à la matière. Et justement, ce qui permet même à l'univers d'être en expansion, c'est parce qu'il y a l'antimatière, c'est parce qu'il y a cette énergie noire. Donc l'univers n'est pas constitué que de matière. Mais tout cela concourt à la perception de l'univers que nous avons aujourd'hui. Et que le physicien travaille avec les données dont il dispose en fonction des instruments de mesure qui sont à notre portée actuellement pour comprendre le monde, pour le manipuler, pour essayer de le contrôler, ainsi de suite. Comprendre le monde comme une fusion nucléaire, c'est une urgence. Je vous repose la même question. Oui, justement, pour embrayer avec ce qu'il a dit, en fait, l'antimatière, c'est quelque chose qui est déjà connu. C'est-à-dire, on peut l'identifier, on peut même créer. Par contre, l'univers à l'heure actuelle n'est fait que de 4,9% de matière telle qu'on le connaît, c'est-à-dire matière plus antimatière, tout ce qui est palpable. De l'autre côté, il y a l'énergie noire dont il a parlé, qui provoque l'expansion accélérée de l'univers. Et d'un autre côté encore, il y a la matière noire qui provoque une sorte d'anomalie de la gravitation telle qu'on connaît avec Newton. Donc ces deux grosses entités forment près de 96% de choses inconnues encore à l'heure actuelle. Et on ne peut pas directement, si j'embraye sur ça, proposer l'antimatière comme théorie de l'énergie noire, parce que l'antimatière c'est déjà quelque chose d'observable, tandis que l'énergie noire, elle, n'est pas encore observée. Quoi qu'il y a des théories qui se basent justement sur ce modèle-là. Mais moi, dans mes travaux, par exemple, je parle d'un modèle d'énergie noire de type quintessence, c'est-à-dire une forme de dynamisme qui se crée dans l'univers et trouver comment est-ce que cela interagit avec les trous noirs que nous étudions, ce qui a fait l'objet de notre publication récente. Professeur Bouchili, je vous laisse la parole de fin. Bon, je ne peux que dire que il est bien de savoir qu'est-ce qui fait la nature de chaque chose. Et à partir de là, on peut savoir comment se positionner dans ce monde où l'évolution est telle qu'on ne saurait plus se cantonner à des perceptions empiriques, c'est-à-dire primaires, et croire qu'on maîtrise le monde. Le monde est un système plus complexe, mais dont la connaissance est simplifiée par les efforts que nous fournissons dans les sciences physiques et dans d'autres domaines de savoir pour comprendre à la fois les constituants, et les capacités, parce que finalement on comprend que tout est être vivant, tout ce qui existe, puisque l'évolution est telle qu'à un moment, il y a un point d'achèvement de ces choses-là. La Terre est un être vivant au même titre que l'homme, parce qu'on voit la Terre se mourir au nom de ce qu'il y a un réchauffement climatique par exemple. Et il faut donc que le sachant, on soit capable de produire une science qui sera aussi un moyen de sauvetage pour nous qui ne désirons pas mourir. Chers téléspectateurs, la question des origines est certainement l'une des questions que nous allons poser et que les existences vont continuer de poser à chaque période de l'histoire. Merci infiniment d'avoir regardé cette émission et pour vous et pour nous, nous remercions le professeur Bouchili qui est venu. Merci pour cette invitation. Merci Dr Ndi. Merci, c'est mon plaisir. Merci M. Tout le plaisir est pour moi. À très bientôt sur Africa TV. N'oubliez pas de vous abonner parce que quand vous vous abonnez, c'est notre Afrique qui gagne.